merci à vous. Donc, je suis Daniel Borillo, je suis maître des conférences en droit privé à l'Université de Paris-Nanterre, associé donc au CERSA depuis très longtemps, puisque je suis arrivé en l'an 2000 par délégation au CNRS pour travailler en particulier sur les droits et les politiques publiques en matière de discrimination. Et puis j'ai eu un renouvellement également donc, de la délégation plus tard et une convention d'accueil qui m'a permis de mettre en place un certain nombre de projets, donc je reviendrai plus tard. Et je suis également avocat au barreau de Buenos Aires, je suis expert auprès de l'Union européenne et je travaille beaucoup aussi avec des associations dans tout ce qui concerne effectivement la liberté, l'égalité et des droits fondamentaux. Je pense que grosso modo, on pourrait résumer un peu mon travail sur comment dire, une recherche, une nécessité, une volonté de pouvoir penser les droits privés à la lumière des libertés fondamentales. Normalement, quand on voit la manière dans laquelle on enseigne le droit en France ou la manière dans laquelle c'est articulé même d'un point de vue administratif, on voit donc une frontière entre le droit privé et les droits publics. Alors que pour moi, au contraire, je crois qu'il faut faire un travail surtout de pouvoir rapprocher les droits privés des libertés fondamentales, du droit public. On le fait d'une manière pratique à partir des questions comme la QPC ou comme les questions préjudicielles ou tout le travail qui est fait par la Cour de justice de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme, puisqu'effectivement, cela nous permet de pouvoir penser les droits des personnes à partir de libertés publiques. Et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus au niveau international, mais qui demeure encore embryonnaire d'un point de vue de la recherche juridique en France. C'est plutôt quelque chose qui est une spécificité historique du droit continental, c'est-à-dire pas seulement du droit français, mais évidemment du droit espagnol, du droit italien, de toute la famille du droit continental, ce qui est moins évident dans le droit anglo-saxon, mais même au niveau du droit continental, je pense que la limite tend à s'estomper et à pouvoir à la fois penser des questions particulières en droit des personnes, comme la matière de la bioéthique ou comme des questions concernant le mariage et la filiation, non pas uniquement comme quelque chose qui était régulé traditionnellement par le droit civil, par le code civil, mais aussi maintenant par les grandes conventions des droits de l'homme. Donc c'est une évolution qui est internationale, mais il y a toujours un peu la lourdeur en fait institutionnelle de cette forme un peu binaire en fait de voir le droit entre le public et le privé, ce que j'essaye tout le temps de dépasser. C'est à la fois très intéressant, c'est motivant, parce qu'effectivement, je commençais à travailler sur les questions, par exemple, de mariage entre personnes de même sexe, ou de filiation homoparentale, ou plus largement des questions de discrimination des minorités sexuelles et d'accès aux droits et libertés fondamentales. En fait, c'est vrai que c'est compliqué, puisque le droit est une discipline par nature conservatrice. C'est très difficile, surtout, de faire entrer des objets légitime dans la recherche et l'enseignement, mais je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est à la fois ma dimension internationale, c'est-à-dire me rendre compte que ces questions, il y a 30 ans, étaient déjà très développées aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, dans des pays avec lesquels, et des institutions avec lesquelles je travaillais, mais aussi le fait qu'il y avait une demande de la part des étudiants. Et donc, quand j'ai mis en place à Nanterre un séminaire sur les droits des sexualités dans le cadre du master de droits de l'homme, au départ c'était donc un master qui était à option, mais il y avait énormément d'étudiants, et les étudiants étaient vraiment très très demandeurs, et donc j'ai pu diriger énormément de mémoires et même 2 thèses sur ces questions, puisqu'il y avait effectivement une demande de la part des étudiants. Donc à la fois une réticence, ce qui est un peu logique de la part des institutions, puisque la nouveauté est toujours en droit un peu donc regardée avec méfiance, mais un grand développement international, ce qui m'a permis, quand il y avait donc des résistances au niveau national, je pouvais continuer à les faire sur un plan international, et puis toujours très accompagné par mes étudiants qui étaient toujours très, très demandeurs de toute cette problématique, puisqu'effectivement les droits c'est la vie, et la vie évolue, et tout ça c'est des questions qui se posent régulièrement et qu'il faut absolument, et qu'il fallait absolument à l'époque réguler. Maintenant je pense que ça y est, c'est fait. Oui, en
fait, donc il y avait déjà toute une tradition donc de la part du CERSA en matière de politique publique, évidemment, et moi, de par mon travail, ma vision du droit est une vision, je pars en fait de l'idée que le droit est une norme sociale, la norme juridique est une norme sociale, et donc dépendante, donc le droit est une variable dépendante de la société, et que c'est un phénomène éminemment politique. Donc évidemment, je me sentais très à l'aise à travailler avec des politistes ou à travailler avec donc, les questions de politique publique qui étaient abordées par le CERSA, qui a une vision du droit qui n'est pas une vision positiviste ou une vision donc classique, si vous voulez, du droit. Donc en fait, ça, j'ai pu m'intéresser assez rapidement, que ce soit sur les questions des politiques publiques en matière de santé au départ, puis après il y avait l'ouverture à la bioéthique, et actuellement on est en train de travailler avec Géraldine Haïdin aussi sur la question de l'humain non-humain, c'est-à-dire la frontière entre l'humain et les non-humains, et tous les problèmes que ça pose au droit, sur la manière dans laquelle on pense les sujets de droit, puisqu'il y a donc l'irruption des droits des animaux, par exemple d'un côté, l'irruption du robot, de l'intelligence artificielle, et donc ce sont des éléments donc, qu'on peut peut-être les penser comme des sujets de droit, ou comme en tout cas des problématiques juridiques nouvelles qui tendent en fait à effacer encore une fois la frontière traditionnelle entre le droit et les sujets des droits, c'est traiter l'humain, et les non-humains apparaît plutôt du côté de l'objet des droits ou des choses qui sont tutelées, qui sont sous tutelle en tout cas de l'individu. Et on essaye aussi de réfléchir à tout cela et à dépasser également cette frontière, et c'est un peu la démarche plus récente dans cet axe du CERSA. Oui, déjà, en fait, je travaille beaucoup sur la question de bioéthique. Et déjà, les lois bioéthiques sont des lois qui sont soumises à des révisions, ce qui est quelque chose aussi assez particulier à la France. C'est comme si c'était des lois qui ont une date de péremption. Donc en fait, tous les 5 ans, tous les 7 ans, maintenant tous les 5 ans à nouveau, les lois sont en procédure de révision, ce qui est qu'en permanence, on est confronté à la relecture et à la révision de la loi. Et cette relecture et cette révision de la loi, je suis aussi systématiquement sollicité par le Parlement, par les comités d'éthique, par les associations. Et donc cette expertise implique aussi de regarder l'évolution de la loi en matière de bioéthique à la lumière de ce que les gens font, en fait. C'est pour ça que je suis en contact aussi avec les corps médicaux, avec des associations de défense des malades, avec des associations de défense des droits des personnes homosexuelles pour l'accès à la PMA, que sais-je encore. Donc oui, à la fois de par la nature de la loi qui est toujours en processus de révision, et aussi de par les usagers de la loi qui sont donc des personnes qui changent et qui évoluent avec les textes juridiques. Oui, en fait, la liberté de disposer de son corps, malheureusement, ce n'est pas un principe, puisqu'en fait, c'est plutôt une construction de la doctrine, et qui n'existe pas ou qui n'apparaît pas de manière explicite dans le texte juridique. Il y a plutôt les principes d'autodétermination, ou plutôt, parfois, il y a des principes qui sont contraires aux principes de la libre disposition, comme justement l'indisponibilité de l'état de personne, ou l'indisponibilité de l'état civil, que sais-je encore. Donc en fait, ce que j'essaye de faire, et ce que nous avons essayé de faire, y compris avec Thomas Peyroux, quand on a organisé les colloques sur la pensée de la GPA, c'est justement de démontrer que le principe de la libre disposition devait être le départ, enfin, le fondement de l'autodétermination, et avoir une vision qui consisterait donc à pouvoir penser le rapport de l'individu à son corps d'un point de vue d'un point de vue de la liberté, et pas tellement d'un point de vue de la dignité, puisque aujourd'hui le concept de dignité humaine est un concept qui tend à réduire le rapport que l'individu entretient avec lui-même. Donc si la question de la dignité humaine est une question éminemment fondamentale, et une dimension qui est complètement nécessaire vis-à-vis d'autrui, il est très compliqué d'un point de vue juridique de réguler sur les rapports que l'individu entretient avec lui-même. Et aujourd'hui, effectivement, il y a sur tas de domaines que j'ai développés, il y a cette limitation, et moi je considère qu'il faut changer le paradigme, changer la perspective, et considérer que comme principe,
tout ce qui concerne ma vie, ma personne, ma destinée, mon corps, ma sexualité, ce sont donc des choses qui m'appartiennent et dont je suis le seul qui peut, in fine, dire ce qui me convient ou pas, ce qui est digne ou pas pour moi, et non pas les médecins, l'Église, l'État, les comités d'éthique, les juges, etc. Donc en fait, mais tous ces processus, c'est un processus très très lent, surtout dans des dispositifs juridiques qui sont, comme dirait Foucault, un peu les enfants de la pastorale, c'est-à-dire donc une forme des tutelles permanentes dans lesquelles se trouvent les citoyens. C'est présenté souvent comme une exception, puisque la France est un pays qui, là par exemple, j'étais assez surpris dans la présentation dans laquelle on a fait dans la conférence du président de la République sur la Convention citoyenne pour la fin de vie, et c'était chercher donc un dispositif des fins de vie à la française. Bah, je pense qu'il n'y a pas une fin de vie à la française, il y a une fin de vie pour tous les humains. Donc, en fait, mais c'est vrai qu'on a essayé un peu de mettre en place dans toutes ces questions une espèce d'exceptionnalité ou d'exception à la française qui serait un peu comme, enfin, les stratégies politiques, c'était de les présenter comme le juste milieu entre le libéralisme anglo-saxon, si vous voulez, d'un côté, et le catholicisme à l'italienne. Un peu comme, c'est politiquement présenté comme c'est là. Bien qu'aujourd'hui l'Italie ou l'Espagne sont beaucoup plus progressistes dans toutes ces matières que la France, mais il y a toujours un peu cet imaginaire de dire oui, il y a une exception française qui est on n'est pas des libéraux, mais on n'est pas non plus soumis au Vatican ou à l'Église comme seraient nos voisins du Sud. Bon, moi je pense que ça marche plus aujourd'hui, mais ça marche plus juridiquement, mais ça marche toujours dans l'imaginaire et la manière dans laquelle on met en place des stratégies politiques. Oui, bon, je pense que la Cour interaméricaine des droits de l'homme s'est beaucoup inspirée de la Cour européenne, et il y a eu beaucoup de décisions qui vont dans le même sens de la doctrine de la Cour européenne qui a été reprise par la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et puis après, évidemment, puisque en matière de droits des personnes, le droit de la famille, c'est toujours des domaines, et c'est ça les paradoxes entre le public et le privé. Droits des personnes, droit de la famille, donc code civil, donc compétences nationales. Mais en même temps, tous les pays d'Amérique du Sud et l'Amérique latine sont signataires des grandes conventions, comme la Convention américaine des droits de l'homme et toutes les conventions d'égalité des femmes ou de protection des minorités, que sais-je encore. Donc vous voyez, ça rentre par l'introduction des conventions internationales qui vont affecter finalement les droits des personnes, les droits de la famille, les droits civils, à mon sens, de manière positive. Et de ce point de vue, moi, le pays que je connais le plus, c'est mon pays, l'Argentine, puisque je participais aussi dans tous les processus, en fait, quand il y a eu la rédaction du nouveau Code civil et commercial. Dans l'article 1er du Code civil et commercial argentin, on considère que les décisions de la Cour interaméricaine sont source du droit civil argentin. Et là, on voit vraiment la concrétisation de ce qu'on appelle le droit civil constitutionnel ou le droit civil conventionnel, c'est-à-dire considérer que les matières et les disciplines qui sont normées et régulées par le Code civil doivent être fondées sur les grandes conventions de protection des droits de l'homme et surtout sur la jurisprudence des grandes cours internationales, à l'occurrence la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Après, je sais pas si